je vais adapter un peu ce que j'avais prévu, parce que je pensais que l'intervention précédente serait déjà un peu plus systématique sur la doctrine sociale et que je pourrais m'appuyer par rapport à des notions qui auraient été exposées, donc je vais faire ça différemment, mais c'est pas grave. Donc effectivement, j'ai créé une entreprise en 2003, donc ça fait déjà quelques années, après avoir fait des études d'ingénieur, travaillé dans une entreprise, et puis je m'ennuyais, pour tout dire, dans mon entreprise. Je m'ennuyais vraiment, et j'avais le sentiment que si un jour je disparaissais, l'entreprise, ça ferait un petit trou, puis que le trou se comblerait, et que la vie continuerait son cours, et que ça changerait strictement rien. Et je me suis dit, j'ai quand même pas fait des études, je suis jeune, j'ai envie de faire un truc, enfin c'est frustrant comme truc. Donc j'ai fini par créer l'entreprise, et j'étais seul au début. Donc là, si je disparaissais, ça se voyait un petit peu dans l'entreprise. Et ce point-là illustre déjà une première notion importante qui est l'envie d'être engagé. Alors sans doute ça vient d'un héritage familial, puisque mes parents ont transmis ça, ils étaient engagés, ils étaient actifs dans l'entreprise, actifs dans les associations, dans la paroisse. Culturellement, j'ai baigné là-dedans, l'idée qu'on n'est pas juste consommateur, que quand on rentre le soir, le réflexe, c'est pas d'allumer la télé, d'attendre que ça passe, c'est faire des choses, ce qu'on veut. Ma maman était née en Algérie, quand elle est rentrée en 62, c'était un peu compliqué. Elle s'est engagée, elle a créé un syndicat étudiant pour avoir des places, parce qu'à Aix-Marseille, on ne voulait pas les pieds noirs. Elle s'est un peu battue, et c'était compliqué encore plus comme femme à l'époque. Il y a quelque chose qui a dû passer un peu dans l'éducation qu'on a reçue. Et cette idée d'être engagé, je l'ai appliquée pour moi, dans la vie économique, en créant une entreprise, aussi dans la vie municipale, parce que j'ai été élu, mais après moi, il y aura Alice qui pourra en parler beaucoup mieux, dans la vie associative aussi. Cette idée on doit être engagé, ça illustre une notion importante, c'est celle de participation. Je pense qu'on en reparlera dans la journée. L'idée que chacun doit pouvoir participer au monde dans lequel il vit. Mais si je l'ai vécu pour moi, maintenant il faut aussi que j'arrive à en faire participer les autres, et aussi dans le périmètre de mon entreprise. Une notion simple, enfin, une question simple, c'est est-ce que, en gros, c'est l'autocratie, il y a le chef qui sait, il est grand, il est beau, il est intelligent, il sait tout faire, il décide, et les autres exécutent. Si on arrive à ça, on est exactement dans le contraire d'une participation. Ce que j'essaye de trouver, c'est comment faire en sorte que chacun participe, pas uniquement en produisant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un esclave qui est écrasé sous le poids de ce qu'il a à produire, mais en pouvant se réaliser, en prenant part à construire l'entreprise. Et ce que je constate, parce que j'ai commencé tout seul, aujourd'hui on est 23, l'entreprise grandit, et quand elle grandit dans une direction, on développe une activité, c'est parce que quelqu'un est arrivé et a eu envie de développer quelque chose, parce qu'il savait faire, il avait envie de le faire, et il a apporté quelque chose. Et quand je regarde tout ce qu'on fait aujourd'hui comme métier dans notre entreprise, on fait du conseil technologique, on développe des logiciels, des applications mobiles, on fait de la maintenance, on fait du design, etc. On ne faisait pas tout ça au début, et si on a commencé à le faire, c'est parce que ceux qui sont venus ont pu proposer, dire tiens, en fait, ça serait bien qu'on fasse ça, et après on voit comment on se donne les moyens. Et donc, un engagement, cette notion de participation, pour moi, c'est de donner à chacun la possibilité de prendre leur part au développement de l'entreprise. Ça veut dire les informer sur la réalité de l'entreprise, ce qui est parfois exigeant. J'ai pris l'habitude une fois par an de faire un exposé complet des comptes de l'entreprise à tout le monde. Je suis le seul associé, donc je détiens tout le capital, si vous voulez. Je pourrais considérer que j'ai le compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. En fait, j'ai pas envie de considérer comme ça. J'ai proposé à des gens de venir dans l'aventure avec moi. On est sur le même bateau. Si je plante l'entreprise, je plante tout le monde avec moi, et non seulement mes salariés, mais leur famille. Et donc, je trouve normal de leur rendre des comptes. Et puis, ça va permettre de comprendre aussi pourquoi je prends certaines décisions, pourquoi je dis oui à quelque chose, pourquoi parfois je dis non à d'autres, parce que parfois il faut dire non aussi. Ça veut dire aussi donner les moyens, c'est insister sur la formation. Et ça, c'est parfois difficile, y compris pour mes collaborateurs et pour moi, de prendre le temps de se former, parce qu'on a toujours l'impression, à tort, qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas s'arrêter, il y a des choses à faire, à produire, et s'isoler du train-train de l'entreprise pendant 4 jours pour aller suivre une formation, on a toujours envie de reporter ça. Mais pour que ça fonctionne aussi, il faut, au fur et à mesure que l'entreprise grandisse, mettre en place des choses qui permettent à chacun de pouvoir exprimer sa place. Quand on est 2 ou 3, c'est facile, on se réunit, on prend un café, il y a 100% de l'entreprise qui est là, c'est facile à décider. Quand on est 23, c'est déjà un peu plus compliqué, et j'imagine même pas, dans les très grands groupes, où j'ai pas du tout envie de travailler d'ailleurs maintenant, j'ai connu ça avant et ça ne m'a pas motivé, mais ça peut convenir à beaucoup de personnes. Ça ne marche pas ce mode de management si on est 100 000 ou si on est 3 000, c'est pas pareil. Donc il faut arriver à mettre en place des choses intermédiaires. Quand j'étais seul, les cadres intermédiaires entre moi et moi-même, a priori, j'ai pas trop de problème à me parler, il y a concerté avec moi-même. Avec 23, c'est plus pareil. Donc il a fallu mettre en place progressivement des niveaux intermédiaires. Définir des rôles, préciser des responsabilités. Et ça illustre une deuxième notion qu'on appelle la subsidiarité. C'est comment est-ce qu'on va créer des domaines intermédiaires pour qu'il y ait des petites équipes qui se créent.
ça paraît simple comme principe, c'est compliqué à faire parce qu'il faut toujours ajuster une équipe par rapport à l'autre, qui peut faire quoi, et quand il y a des tensions entre ces équipes, comment est-ce qu'on les règle? Je vais continuer sur cette idée de tension, parce que quelque chose dont on parlera sans doute beaucoup aujourd'hui, c'est le bien commun. Un des grands objectifs de la doctrine sociale, de la pensée sociale, une des notions essentielles. Alors, l'exposé théorique, je ne sais pas si vous avez vu la Franck Charlie, ou si ça sera fait après, il était très bien. En théorie, ça se comprend bien. Voilà. En pratique, je trouve ça compliqué, parce que dire que ce n'est pas l'intérêt général, le bien de l'ensemble, il faut le combiner avec le bien de chacun, c'est bien, en pratique, comment on fait dans une entreprise, parce qu'on est souvent dans le grand écart. Et une tentation pour illustrer ce qu'on fait dans l'entreprise, ce serait de se contenter de parler du bien-être au travail, en se berçant de l'illusion qu'on a atteint le bien commun quand on a juste mis en place des choses. Dans l'entreprise, on a fait des choses, évidemment, il y a des paniers de fruits frais chaque semaine, le télétravail, on a permis de le faire avant même le Covid, on a installé une douche pour que ceux qui font du sport entre midi et deux puissent, etc. Enfin, plein de trucs, mais ça, c'est pas le bien commun, ça, c'est le bien-être au travail. Pour moi, je n'ai pas de réponse à la question, je prends ça comme un défi qui m'est posé, et qui se traduit concrètement par une tension permanente pour équilibrer les besoins individuels et les besoins collectifs. Et j'insiste sur cette notion de tension, j'en parle souvent dans mon équipe. Il faut arriver à garder cette tension. Alors ceux qui font de la physique ou qui en ont fait, vous vous souvenez des histoires de différence de potentiel, etc. Ce qui génère le courant, c'est la tension. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant qui est généré. Je dis ça parce que je suis ingénieur de formation et ça me parle. Si ça vous parle, tant mieux, sinon on trouvera une autre image. En tout cas, je pense que cette tension est importante dans l'entreprise et qu'il faut la garder. Je vais prendre un exemple un peu différent, qui illustrera peut-être ça. Dans notre métier, il y a, comme dans beaucoup d'entreprises, des commerciaux qui vendent et des ingénieurs qui produisent. Jusque-là, je pense que c'est classique. Et le grand schéma classique qu'on a dans beaucoup d'entreprises, c'est que les ingénieurs trouvent que les commerciaux vendent n'importe quoi, ils savent pas ce qu'ils vendent, et puis ils ont promis des trucs assez compliqués, et puis les commerciaux peuvent dire ils sont toujours en train de se plaindre, les ingénieurs, alors que c'est nous qui ont le boulot pour vendre, et si on n'était pas là pour vendre, ils n'auraient rien à manger. Je caricature évidemment un peu le discours, mais on voit qu'il y a une tension qui se met entre les deux. Et régulièrement, je leur rappelle que je veux garder cette tension. Si j'arbitre tout le temps en donnant raison à l'un, je plante l'entreprise. Si en permanence, c'est le commercial qui gagne tout le temps, je décourage les développeurs, ils n'auront pas les moyens de produire. Voilà. Si inversement, c'est tout le temps la production qui gagne, le commercial est démotivé, on n'arrive plus à vendre du tout, et l'entreprise coule. Et donc, il faut garder cette tension. Pour moi, c'est une illustration, alors je ne sais pas si elle est très bonne et très rigoureuse, mais pour moi, elle est vraiment importante tout au long de l'année, que le bien commun suppose être en permanence, voilà, autre image, j'ai jamais fait de surf, et je pense que je tomberai à l'eau tout de suite, mais il faut trouver l'équilibre en permanence pour prendre la dynamique de la vague sans tomber. Voilà. Je ne sais pas si elle est plus parlante pour d'autres. Voilà. Il y a enfin une autre notion aussi qui pour moi m'éclaire, et je vais faire une petite pause dans le discours, parce que l'énoncé, en tout cas ce que j'ai vu sur la feuille présentée, c'était comment est-ce que j'essaye d'appliquer la doctrine sociale dans l'entreprise. En fait, je ne cherche pas à l'appliquer, au sens où ce seraient des principes me tomber du ciel, et qu'il faudrait que je me dise, bon ben voilà, arbitrairement, quelqu'un, le bon Dieu a décidé que, et maintenant il faut que je l'applique, et que je l'applique par la seule raison que ça me tombe dessus qu'il faut l'appliquer. Pour moi, c'est plutôt quelque chose dont je dois me laisser imprégner pour éclairer mes décisions. Et pour arriver à faire des choix, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça a éclairé un choix très précis que j'ai fait il y a 2 ans. Alors, je ne sais pas si le mot de participation vous dit quelque chose, non pas au sens où je l'évoquais tout à l'heure, de permettre à chacun de participer, mais au sens de ce qu'on appelle des accords de participation dans l'entreprise. À partir de 50 salariés, c'est obligatoire, et le principe, c'est qu'une fois qu'on a fait les comptes de l'année précédente, si on est bénéficiaire, il y a une partie du bénéfice qui doit être redistribuée entre tous les salariés, et pas uniquement aux actionnaires. Ça, c'est obligatoire en France pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Nous, on était 12 à cette époque-là, et j'ai dit que j'ai envie de le faire. Ça veut dire que moi, je vais dire volontairement, propriétaire de l'entreprise, même si c'est faux, en tout cas détenteur de tout capital de l'entreprise, j'aurais pu dire, si l'entreprise travaille bien et qu'elle génère beaucoup de bénéfices, c'est dans la poche. Eh bien, en fait, j'ai dit non, je voudrais que ça se soit réparti, parce que c'est juste une façon de rémunérer le travail. La première rémunération du travail, c'est le salaire. Et je trouve que si ça marche bien, il n'y a pas de raison que je sois le seul à en profiter. Et donc j'ai mis en place un accord de participation qui devait être signé par tous les salariés qui le voulaient bien. Curieusement, il y a eu 100% de salariés qui ont signé.
Et depuis, on en passe dans tous les ans, on attend un peu la clôture des comptes qui va arriver au mois de mars, et après on saura combien ça répartit, et par définition, c'est un peu la loterie, parce que on ne sait pas à l'avance, au début de l'année, qu'est-ce qu'on aura gagné à la fin de l'année. Le salaire, il est connu, la participation, c'est quelque chose qui va varier. Ce point-là est important parce que quand j'ai voulu le mettre en place, on m'a regardé comme un martien. Mon comptable m'a dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Tout le monde me décourageait de le faire. Une personne avec qui je suis en discussion pour devenir associé m'a dit, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est pas l'esprit du truc. Et j'ai dit, si, c'est l'esprit. Enfin, pour moi, c'est l'esprit. Voilà. Et ça illustre un peu ce que je disais, ces principes de la doctrine sociale. Et en l'occurrence, celui que ça illustre là, c'est celui de la destination universelle des biens. Je considère que l'entreprise, qui s'inscrit dans un cadre de propriété, moi je détiens les actions de l'entreprise, ça doit profiter à tout le monde. Et ça profite déjà en fait, même sans avoir mis en place l'accord de participation, de fait, la richesse que crée l'entreprise, elle profite aux salariés, parce que ça permet de rémunérer, ça profite aussi à nos fournisseurs, parce que ça les fait vivre, ça profite aux familles autour, etc. Donc pour moi, cette idée de destination universelle des biens, elle se concrétise déjà par l'entreprise, mais on peut mettre en place tout ce qu'on peut pour freiner ça, ou on peut au contraire mettre en place des choses pour démultiplier cette idée-là. Et j'essaye plutôt d'être dans cette idée-là, et parfois il faut se battre un peu contre un environnement qui nous pousse à une vision à laquelle je n'adhère pas du tout, qui est justement celle que l'entreprise appartient à ses actionnaires. On a fini par considérer ça comme une évidence, et pour moi c'est faux, parce que l'entreprise est une personne morale, et comme personne, elle n'appartient à personne. Et puis, pour ne pas aborder trop, encore un dernier point qui pour moi est éclairé par la pensée sociale, c'est la notion de solidarité. Alors, pour prendre un exemple tout bête, la solidarité c'est entre les personnes, mais ça peut aussi être entre les acteurs économiques. Quand il y a eu le confinement, beaucoup de choses se sont arrêtées. Et donc tout le monde est parti en télétravail, et je vais prendre l'exemple que j'ai évoqué, on a une entreprise qui nous livre des fruits et légumes au bureau. Il y avait quand même des gens qui venaient au travail, pas beaucoup, et premier réflexe, on arrête tout ce qu'on peut arrêter. Je me suis dit, mais si tout le monde fait ça, on va accélérer l'effet d'effondrement de l'économie. Or, on peut encore continuer à maintenir quelque chose, donc on a remis en place des contrats qu'on aurait normalement, logiquement, voulu arrêter. Et si on l'a fait, en échangeant avec mes collaborateurs, c'est parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on soit vigilant à ce qu'on ne surréagisse pas dans l'idée que ça va s'arrêter, parce que si on fait ça, ça va vraiment s'arrêter, mais parce qu'on aura tout fait pour que ça s'arrête. Donc il faut qu'on arrive à maintenir autant qu'on peut le supporter, ce qui permet à l'ensemble. Et là, pour moi, c'était une illustration concrète d'un principe de solidarité entre différents acteurs économiques, et c'est pas pour faire plaisir aux actionnaires de votre entreprise, c'est aussi en pensant à leurs salariés, à leur famille, etc. Donc juste la dernière chose sur la doctrine sociale. J'aime bien le mot de doctrine, parce que pour moi, ça évoque vraiment l'idée qu'on fait rencontrer des pratiques et des idées. Il y a des décisions très concrètes qui arrivent, il y a des outils, qui sont des outils techniques, informatiques, des méthodes, etc. Il y a des principes auxquels on tient. Comment on arrive à faire cohabiter les deux? Pour moi, le principe de doctrine, c'est ça, c'est d'arriver à faire exister les deux. Et mon rôle de chef d'entreprise, c'est de moins en moins de produire, c'est de plus en plus de décider, de prendre des décisions. Je dis souvent à mes collègues que mon grand objectif, c'est de devenir inutile dans l'entreprise. Inutile au sens, ça doit continuer à tourner si je ne suis pas là. C'est un clin d'œil à ce que je disais au tout début. Pour la production, ça doit tourner. Par contre, à un moment donné, il faut quelqu'un qui tienne le cap, qui prenne des décisions. Pour prendre des décisions, c'est toujours au nom d'idées, de choses auxquelles on tient. Ça peut être inconscient, ça peut être conscient. Et la doctrine sociale, ça nous aide à dire, mais au nom de quoi je prends une décision? Pourquoi je prends cette décision-là plutôt qu'une autre? Et je trouve très précieux, moi, de pouvoir m'appuyer sur un ensemble de réflexions qui date de plus de 2000 ans, qui a été travaillé par beaucoup de monde, dans beaucoup d'époques différentes, et aujourd'hui encore, et qui m'oblige parfois à me remettre en cause, à sortir un peu des sentiers battus, et c'est pour moi extrêmement précieux. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.